Dans chaque paroisse, un crieur public vint annoncer la mise à prix de la tête de Philibert à la populace réunie devant l'église. Dans notre contrée, c'était Athanase, le fils d'André, le maréchal Ferrand, qui avait embrassé cette charge après avoir exercé le métier de colporteur qu'il délaissa au bout de 7 années seulement. Certes, il marchait presque tout autant que s'il colportait encore, mais il n'avait plus à supporter le poids de sa hotte remplie de bimbeloteries et de colifichets en tout genre. Il était fier comme un paon de bénéficier du droit de criage, qui lui rapportait journellement 4 deniers. Il aimait à répéter que lui seul avait le droit de crier le prix du vin des taverniers et d'annoncer tout événement digne d'intérêt, ou prétendu comme tel, comme les décès et les funérailles de personnages de haute lignée, ce dont tout le monde se moquait éperdument. Étrangement, sa fonction le grandissait, lui que la nature n'avait pourtant pas fait pousser bien haut. Lorsqu'un officier de la gabelle vint le quérir un matin pour annoncer la mise à prix de la tête de Philibert, Athanase ne sourcilla pas et se mit en devoir d'accomplir cette mission comme s'il s'agissait de crier le prix du Picrate de Célestin. La tâche allait pourtant s'avérer bien plus ardue qu'il n'y paraissait, comme à Courcelles, où il manqua de perdre la vie. Ce matin-là, Athanase arrive dans ce village situé à quelques heures de marche de Saint-Jean d'Angély et se plante sur les marches de l'église Saint-Nicolas comme il le fait à chaque fois qu'il doit clamer une annonce d'importance. Il fait tinter sa cloche pour rameuter les badauds et se retrouve très vite face à une trentaine de villageois curieux de savoir ce que cet oiseau de mauvais augure est venu leur raconter. « Voilà mes commères, voilà Athanase, le colporteur des mauvaises nouvelles !» s'écrie Guillemette d'un air narquois, provoquant l'hilarité générale. Athanase n'en a cure et poursuit sa besogne. Après avoir balayé du regard la foule massée devant lui et attendu que cessent les moqueries, il gonfle sa poitrine et entreprend la lecture d'un message qu'on a écrit pour lui et qu'il tient fermement dans sa main. « Oyez, oyez ! Le sieur Guy Chabot de Jarnac, gouverneur de Saintonge. » À peine a-t-il prononcé ces quelques mots que des insultes fusent à l'encontre du baron, l'obligeant à s'interrompre. « C'est un coquin, un scélérat, une canaille, un gredin, une fripouille, un foutriquet, un bélite, un croque-fredouille, un gargouilleux !» Malgré les huées qui accompagnent cette cohorte d'injures, Athanase se ressaisit et poursuit d'une voix chevrotante. « Le sieur Guy Chabot de Jarnac fait savoir que Sa Majesté notre bon roi Henri, dans sa volonté d'apaiser la province et de mettre bon ordre dans les affaires du royaume, ordonne à ses sujets de ne plus s'adonner au commerce illicite du sel, à porte-col ou avec équipage, sous peine de sanctions d'une extrême sévérité. » En effet, la justice distinguait ceux qui transportaient du sel de contrebande sur leur dos en quantité limitée, à porte-col, de ceux qui le transportaient à dos d'âne ou avec une charrette en plus grande quantité, avec équipage. Les peines étaient plus sévères pour les seconds que pour les premiers, alourdies s'il y avait port d'armes, allant jusqu'à la mort en cas de crime, comme ce fut le cas pour Philibert qui tua tantôt le grenetier de Ruffec. « Et comment allons-nous vivre ?» s'écrie Jacquemine, une solide commère aux pognes grandes comme des battoirs à linge. « Va-t-il vraiment falloir se fournir dans ces maudits greniers à sel, où le sel nous est vendu de force à un prix exagéré ?» demande la vieille Catherine, la veuve d'Étienne le forgeron. « Écoutez, braves gens, je ne fais que remplir mon office et vous fais part des nouvelles que l'on me demande d'annoncer. Je n'y suis pour rien, moi, dans vos calamités. » tente de justifier Athanase, qui commence à regretter d'avoir accepté cette mission. « Continue, oiseau de malheur, et prends garde à ce que tu vas dire, » menace Antoinette. « En outre, Sa Majesté ordonne à tous ses sujets de prêter assistance aux archers de la gabelle. » De nouveau, le pauvre homme est interrompu par une pluie de quolibets, proférés cette fois à l'encontre des gabelots. « Ce sont des fiefs et marauds, des sangsues publics, de la vermine,
un ramassis de pandards, des croque-lardons, des pourritures de cotterelles, des bâtards de corbineurs. Je vous en prie, laissez-moi terminer, je disparais, leur répond plaintivement Athanase qui, après avoir monté les dernières marches de l'église, se retrouve le dos à la porte, sans issue possible. Tous les regards sont fixés sur sa misérable carcasse tremblante, attendant qu'il daigne enfin terminer de lire le message des autorités. Rassemblant péniblement ses dernières forces, Athanase reprend d'une voix de moins en moins assurée. Je disais donc, prêter assistance aux archers de la Gabelle en vue de la capture de la bande armée commandée par le dit Philibert d'Angély. À peine a-t-il le temps de terminer sa dernière phrase que la populace le conspue sans retenue et le menace des pires infamies. Alerté par le vieux Fulbert, qui continue d'officier comme sacristain malgré sa jambrette et sa propension à confondre le vin de messe avec l'eau bénite, le père Théophraste sort en trompe de son église, la soutane soulevée jusqu'aux genoux, comme s'il venait de courir. Il reprend son souffle, puis s'adresse à la foule furieuse. « Mes frères, mes sœurs, je vous en conjure, laissez donc ce pauvre homme en paix, s'époumonne l'homme d'église. Il n'est en rien responsable dans nos malheurs. Laissez-lui la vie sauve, par la grâce de Dieu. » Puis il enjoint Athanase à reprendre sa route sans plus tarder et l'aide à se relever. Le crieur public n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses habits sont en lambeaux, son visage ensanglanté et boursouflé est méconnaissable. Le calvaire qu'il venait de vivre l'avait transfiguré. On aurait dit l'un de ces martyrs chrétiens qu'on célèbre dans le statuaire des églises. De là à en faire un saint, il n'y avait qu'un pas à franchir que personne, pas même le curé présent, n'aurait osé. « Oh merci, mon père, sans vous, c'en était fini de moi !» sanglote le pauvre R. « Mais je dois m'acquitter de la mission qui m'a été confiée. Permettez-moi de terminer la lecture de ce message d'importance. » Le père Théophraste n'en croit pas ses oreilles et redoute que l'entêtement du crieur public ne lui soit fatal. « Bougre de corneau, es-tu bête au point de risquer ta vie pour ces malheureuses paroles qu'on t'a demandé d'annoncer et qui attisent la haine de ces pauvres gueux? Me sauve-toi pendant qu'il est encore temps, avant de te retrouver pendu par les tripes. » Mais cet idiot d'Athanase n'accure des recommandations du curé et s'adresse de nouveau à la foule. Pour finir, le gouverneur fait savoir que quiconque ayant des renseignements sur le lieu où se cachent les faussonniers est instamment prié de se faire connaître auprès de la brigade de la Gabelle la plus proche. Une récompense est promise à celui qui livrera Philibert et ses hommes. Ivre de haine, des hommes, des femmes et même des enfants se ruent sur le crieur public tels des corbeaux sur une charogne, l'attrapent par le col et le jettent au pied des marches de l'église, lui crachant dessus et la breuvant d'ignominie. Certains menacent de lui arracher la langue. La vieille Roberde parle même de le pendre par les génitoires. Non sans mal, le père Théophraste se fraye un chemin jusqu'au malheureux crieur public, écarte les manants prêts à le lyncher, et se dresse devant eux, offrant son corps sec et frêle comme un rempart ultime à la vindicte populaire. « Jamais nous ne livrerons Philibert !» hurle Josserand, le sabotier de Savoie de Stentor. « Pour qui nous prend-il, le gouverneur? On n'achète pas notre loyauté !» surenchérit Isor avec sa voix de crécelle. « Athanase, va-t'en !» ordonne Mao en secouant nerveusement les deux énormes miches lui tenant lieu de mamelles. « Colporte tes maudites nouvelles en d'autres paroisses. Et si tu croises des gabelous en route, dis-leur bien que nous ne livrerons jamais les passeurs de sel. » Le pauvre crieur public se relève d'un trait, puis s'enfuit de Courcelles comme s'il avait le diable aux trousses, sous les huées des villageois, caillassés par une horde de chenapans enragés. « Soyez maudits !» qu'il criait, se promettant de ne plus remettre les pieds dans ce village où il faillit perdre la vie. Et l'on ne le revit plus jamais à Courcelles, ni dans aucune autre localité de la Saintonge. La rumeur prétendit qu'il s'était coupé du monde, vivant reclus dans la forêt, à manger des racines et des chenilles, attendant son heure. Pour sûr que personne par chez nous n'aurait vendu Philibert et ses hommes, mais que dire des autres? Tous les villages ne se ressemblent pas, les êtres aussi d'ailleurs.
L'appât du gain attise les convoitises, surtout en ces temps si troublés. Certes, nos passeurs de sel étaient adulés du peuple et du bas clergé. Certains gentilshommes lui ouvraient même leur demeure le temps d'une nuit pour se reposer. Mais il arrive parfois que dans un troupeau, une brebis galeuse se cache.